Le texte que vous m'avez demandé de commenter aujourd'hui est un extrait du poème La Guêpe, publié dans La Rage de l'expression par Ponge en 1952. Dans son recueil, Ponge essaye de renouveler l'approche qu'il avait de son parti pris des choses, publié en 42, en mettant l'accent cette fois-ci sur l'expression elle-même, qui devient enragée à force de ne pouvoir devenir son objet. Dans La Guêpe, il essaye de définir au plus précisément possible ce qu'est cet objet du monde qui lui est extérieur, mais qu'il essaye de s'approprier par le langage. Nous sommes ici à la toute fin du poème, qui constituerait ainsi une conclusion de son travail de définition. Je passe ainsi à la lecture, etc. Et enfin, pour le reste, pour un certain nombre de qualités que j'aurais omis d'expliciter, eh bien, cher lecteur, patience. Il se trouvera bien quelques critiques, un jour ou l'autre, assez pénétrants pour me reprocher cette irruption dans la littérature de ma guêpe de façon importune, agaçante, fougueuse et musarde à la fois. Par l'utilisation de typographies spécifiques, Ponge met en valeur explicite les liens opérés entre le poème et l'objet du poème, qui seraient mal compris par des critiques qui ne seraient que de mauvais lecteurs et qui n'auraient pas véritablement compris l'objectif de Ponge, son art poétique, ce qu'il semble pourtant expliciter dans cette clausule de poème. Nous nous poserons ainsi la question suivante: en quoi l'écriture de Ponge recrée-t-elle l'objet dans le discours? Pour traiter cette question, je découperai mon texte en deux parties, une première de la ligne 1 à 3 qui constituera une adresse au lecteur et une deuxième partie de la ligne 3 à 10 qui constituerait une adresse aux critiques. Je passe ainsi à mon commentaire. Le texte s'ouvre sur une locution latine, etc., qui peut rappeler la vocation scientifique de l'écriture de Ponge. Cette locution, qui insiste sur l'absence d'exhaustivité du travail mené par l'auteur, est encore accentuée par les points de suspension. Il ne s'agit pas ici d'une aposiopèse, mais bien au contraire de la manifestation de l'incomplétude définitoire du poème. Cette non-exhaustivité va se voir reformulée dans la phrase suivante avec les expressions pour le reste, le conditionnel j'aurais omis et l'injonction patience qui vont toutes manifester la conscience du je de l'auteur, de l'incomplétude de son poème. Cette phrase est par ailleurs relativement intéressante en ce qu'elle constitue une adresse au lecteur, comme le montre l'incise cher lecteur, qui insiste aussi sur une relation privilégiée de l'auteur à son lecteur, qui lui est cher, mais aussi à travers les marques d'oralité comme eh bien, ou encore le type de phrase exclamatif qui représenterait une sorte d'injonction de la part de l'auteur, une injonction qu'il ferait à son lecteur d'attendre la suite de l'explicitation. Il s'agit bien ici d'expliciter le projet poétique à travers cette forme d'incomplétude essentielle, mais aussi par l'affirmation au centre de la phrase de l'objectif principal qui est la définition des qualités de l'objet, le terme qualité étant central dans l'art poétique de Ponge. Il s'agit de retrouver les qualités particulières et propres des objets afin de retrouver l'objet lui-même. Je passe ainsi à la deuxième partie qui s'ouvre pour le coup sur un impersonnel. Là où la première partie était caractérisée justement par ce système énonciatif d'un je et d'un tu, ici il s'agit de quelques critiques indéfinies introduits eux-mêmes par un impersonnel, il se trouvera bien. La distance est immédiate entre ces critiques et le cher lecteur qui précédait, opposant ainsi un bon lecteur et un mauvais lecteur que serait le critique. Ce critique se définit par la suite par sa qualité de pénétration, dans le sens où le critique est celui qui va pénétrer le sens d'un texte, mais la multiplication des verbes à l'infinitif qui relèvent tous d'un champ lexical négatif, reprocher, dénoncer, s'inquiéter, traiter de tous les noms, va venir ici bien montrer que, selon ce critique, il n'y aurait aucun sens apparent au texte en question. À travers la typographie, en l'occurrence l'usage des lettres capitales, va se métaphoriser la virulence de l'attaque de ces critiques contre le texte de Ponge, qui serait ainsi conçu comme n'ayant aucun sens. De la même manière, l'expression me reprocher cette irruption dans la littérature de ma guêpe
qui est le poème dont il est question, refuserait de fait a priori l'appartenance de ce poème à la littérature ou la vraie littérature entre guillemets. L'ensemble des reproches qui vont être faits va être souligné par l'usage, là encore, d'une typographie spécifique à travers les italiques, l'irruption de Maguep de façon importune, agaçante, fougueuse et musarde, l'allure saccadée, en zigzag, le brillant discontinu, non sans venin dans la queue, et tous ces éléments-là vont fonctionner comme des compléments d'objets des verbes à l'infinitif négatif de la part des critiques. Simplement, il est intéressant de noter que le texte va alors fonctionner de manière syleptique, cette sylepse étant manifestée à travers le parallélisme de construction, donc cette irruption de Maguep, l'allure saccadée, de ses notes. À travers la reprise de cette complémentation du nom, va se mettre en place un parallèle entre la guêpe comme objet du monde et la guêpe comme objet littéraire, le poème en question qu'il s'agit ici de conclure. Le recours aux italiques va alors fonctionner moins comme une citation des critiques que comme les qualités de la guêpe dont il était question précisément à la ligne 2, puisque c'est effectivement la guêpe qui est importune, agaçante, fougueuse et musarde. C'est effectivement la guêpe dont l'allure est saccadée et qui se déplace en zigzag. C'est précisément la guêpe qui a du venin dans la queue. Là encore, cette expression en italique fait référence à son origine étymologique, à savoir in cauda venenum, là encore, une expression latine qui viendrait faire signe vers la locution qui ouvrait le texte pour le clôturer et lui rendre sa valeur scientifique pour ceux qui savent lire, pour ceux qui ont la vraie référence. Outre les effets typographiques, un autre exemple d'assimilation de l'objet au poème ou du poème à l'objet est encore la présence de l'allitération en «ze», leur présentation désordonnée en zigzag, qui va mimer le bourdonnement de l'insecte, le poème faisant le son de l'objet du monde qu'il décrit. Par ailleurs, cette revendication du venin dans la queue peut être interprétée comme une mise en abîme du texte, puisque le venin, c'est-à-dire les reproches des critiques, s'expriment à la toute fin du poème, de la même manière que cette toute fin de poème devient un venin contre ces mauvais lecteurs. Ainsi, la clausule du poème devient la guêpe elle-même dans cette queue de texte venimeuse. À travers la conjonction de coordination à valeur adversative mais, vont s'opposer cette lecture des critiques qui ne voyaient aucun sens à la lecture du bon lecteur qui, lui, serait aussi pénétrant, mais dans le sens où il serait entré à l'intérieur de l'objet qui est le poème. Le bon lecteur est celui qui aura su identifier le poème à l'objet, indépendamment du sens qu'aurait pu avoir un texte. L'important est moins le sens que la révélation, le verbe est à la ligne 9, de l'objet lui-même. Ainsi, l'adverbe final, pour traiter superbement mon œuvre de tous les noms qu'il mérite, synthétisera cette opposition des lectures à travers la sylepse, puisque l'adjectif superbe et l'adverbe superbement pourraient aussi bien signifier avec dédain, la superbe étant l'orgueil, ce qui correspondrait du coup à la lecture de ces quelques critiques, mais aussi superbement avec admiration, ce sens-là collant d'autant mieux avec la posture du lecteur chair à Ponge de la ligne 3. La référence finale au contexte d'écriture, Paris, août 1939, Fronteville, août 1943, met en scène le temps long de l'écriture et la diversité des contextes de lieux qui a présidé à la création du poème, annulant de fait l'idée d'un texte qui serait superficiel et accréditant par là même la valeur de travail que Ponge met au centre de son art poétique. Par ailleurs, ces dates 39-43 font signe vers l'événement historique qu'il recouvre, à savoir la guerre, une guerre qui, dans ces années-là, n'est pas encore finie, exactement comme n'est pas fini le poème dont ils sont les derniers mots, un événement par ailleurs violent, conformément au venin dont il est question précédemment. Plus que l'assimilation du poème à l'objet, c'est donc l'assimilation de l'objet au monde, la guerre devenant à son tour cette guêpe, ce non-dit au cœur du texte. En quoi l'écriture de Ponge recrée-t-elle l'objet dans le discours ?
Tout d'abord, nous avons vu qu'il s'agissait ici d'une mise en scène de l'écriture comme un dispositif dialogique. Il y a un dialogue qui se crée dans ce texte entre l'auteur et le lecteur d'une part, mais aussi entre l'objet et l'œuvre d'autre part, ce qui va se marquer par la synapse permanente entre la guêpe comme objet du monde, insecte, et la guêpe comme poème du recueil. On observe aussi une certaine forme de critique de la critique. Ponge invite à travers cette mise en scène à ne pas considérer le sens du texte, mais l'objet lui-même. En cela, il révèle son projet poétique, en particulier l'évolution de ce projet poétique entre le parti pris des choses et la rage de l'expression, puisqu'en disant l'écriture de l'objet est devenue progressivement objet de l'écriture. Cela alors viendra valider les différents jeux typographiques qui d'une part soulignent l'ironie de Ponge quant au mauvais lecteur qui le critique, mais permettent aussi d'expliciter l'implicite du langage, tout en pouvant par ailleurs mimer les rayures du corps de la guêpe, assimilant de fait l'objet et le discours sur l'objet. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez demandé de transposer les propositions coordonnées lignes 7-8 en une proposition subordonnée. Dans ces propositions, nous sommes face à un problème dans le sens où nous n'avons pas de verbe conjugué. Il faudra donc considérer non seulement que les verbes non conjugués, en l'occurrence le verbe infinitif s'inquiéter, est noyau de proposition, ce qu'il est puisqu'il possède effectivement un COI, mais surtout il n'y a qu'un seul verbe non conjugué, ce qui nous amène à postuler qu'il y aurait un verbe sous-entendu à rétablir à l'intérieur de ces propositions. Il faut donc considérer, puisque le sujet évoque des propositions coordonnées, la conjonction de coordination présente dans cet extrait, à savoir l'adversatif mais. La première proposition serait ainsi pour s'inquiéter du goût du brillant discontinu, du piquant sans profondeur, et la deuxième, mais non sans danger. Il s'agira donc de transformer cette deuxième proposition qui ne comporte pas de verbe en une proposition subordonnée. La première étape étant de transformer la conjonction de coordination en conjonction de subordination, tout en conservant le lien logique. Ici, je choisirai la conjonction de subordination quoique, qui se construira forcément avec le subjonctif. Ce sera donc à ce mode-là que je devrais conjuguer mon verbe sous-entendu. Autre élément important, c'est que ce verbe étant conjugué, il lui faudra un sujet. Et les sujets, ici, devront être trouvés dans la proposition qui deviendra principale. Il s'agira du goût et du piquant, puisque ce sont ces deux éléments-là qui ne sont effectivement pas sans danger. Et dernière problématique, ce sera le traitement de la double négation, puisque non et sans sont tous les deux des outils de la négation. Et ici, cette double négation pourra être transformée éventuellement en une affirmation. Si je choisis cette première option, je pourrais proposer la proposition suivante, quoi qu'il représente un danger. Si, au contraire, je choisis de conserver cette double négation, je devrais changer mon verbe tout en le conservant au mode subjonctif et je proposerai alors quoi qu'il ne soit pas sans danger. Nous aurions ainsi une proposition subordonnée, conjonctive, circonstancielle, d'opposition.